Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Mindhunter, une série Netflix dont la saison 2 est disponible sur la plateforme depuis le 16 août. Il y aura d'abord une partie sans spoiler dans cette vidéo pour vous donner envie de découvrir cette excellente série que j'aime particulièrement. Et puis il y aura ensuite une partie avec spoiler pour celles et ceux parmi vous qui ont déjà été convaincus et pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin ensemble dans l'histoire de cette saison 2. Alors déjà pour commencer, Mindhunter, de quoi s'agit-il? De quoi ça parle? Eh bien il s'agit de suivre la naissance puis les balbutiements des premières méthodes de profilage qui sont apparues dans une unité spéciale du FBI à la fin des années 70, avec pour objectif bien sûr de mieux comprendre et aussi d'appréhender si possible les tueurs en série. La série est principalement inspirée par le livre Mindhunter dans la tête d'un profileur, qu'on doit notamment à John E. Douglas, l'agent du FBI aux origines du profilage, et qu'on retrouve dans la série sous le nom de Holden Ford, le protagoniste central. Et même si cette série a pour créateur attitré Joe Penhall, on associe surtout son nom à celui de David Fincher, le célèbre réalisateur, qui est producteur exécutif sur Mindhunter, ainsi que Charlize Theron d'ailleurs pour la petite anecdote, mais qui est même réalisateur de 7 des 19 épisodes que comptent les 2 saisons cumulées. Alors oui, c'est vrai, on le sait, David Fincher avait déjà touché à la télévision avec House of Cards, dans un contexte assez particulier quand même, mais le voir revenir à ce format pour un genre qu'il a déjà traité de façon très différente avec Seven, puis avec Zodiac, c'est quand même assez intéressant, ce n'est pas rien, puis ça reste David Fincher. Et puisque je vous parlais de format à l'instant avec celui de la télévision, on peut noter que l'image de Mindhunter est assez particulière puisqu'elle a adopté le ratio 2:20:1, ce qui est déjà un indice assez fort quant au choix esthétique de David Fincher pour cette série. De manière plus générale, je dois bien vous avouer que quand je regarde Mindhunter, que ce soit sur mon siège devant ma grande télé ou même sur mon écran d'ordinateur, j'ai l'impression de regarder un film de cinéma. Et donc quant à ce ratio d'image choisi par Fincher, on peut dire qu'il élargit pas mal le cadre, qu'il donne une certaine importance au mouvement, qui peut prendre un peu plus d'ampleur, quelquefois un peu plus de lenteur, mais c'est une série assez lente mais aussi très intense. Et puis c'est un cadre qui permet de placer avec une grande précision les personnages les uns par rapport aux autres, notamment dans les dialogues, ce qui est un élément central de Mindhunter. Vous l'aurez compris, Mindhunter parle donc de tueurs en série et des méthodes du FBI pour les comprendre et les arrêter. C'est même de cette unité que viendrait l'invention du terme même de serial killer. Tueur en série, c'est une chose, mais il y a bien des façons de traiter ce thème, et la démarche choisie par Mindhunter se démarque assez nettement des autres. En effet, pas de scène de violence très graphique en action. Ici, la tension est surtout psychologique et la violence provient des mots, notamment ceux échangés avec les tueurs en série qui sont déjà en prison ou encore à partir de quelques photos rapidement visionnées. Et pas question surtout ici de mythifier ou de glorifier ces terribles assassins, les tueurs en série, qui sont souvent avides de célébrité et de l'attention des médias. Non, il s'agit plutôt de les disséquer et de voir leur petit fonctionnement souvent assez méprisable ou triste et aussi, on peut le dire, fascinant. On pourrait même qualifier l'approche de Mindhunter d'anti-sensationnaliste. Pour ne pas être déçu, il faut se laisser porter par un rythme à la lenteur calculée, tout en intensité et en approfondissement. Ne vous attendez pas à des courses-poursuites, à des affrontements, ni même à suivre les pauvres victimes jusqu'à la fatidique rencontre avec un tueur. Et Mindhunter surtout parvient à filmer la communication aussi bien verbale que non verbale, comme aucune autre série par ailleurs, peut-être avec l'exception de Hannibal, avec ses incroyables scènes de dialogue. La série repose beaucoup sur la dynamique de son trio central aux interprètes fabuleux, l'agent Holden Ford qui dispose d'une intelligence précise, d'un sens de la déduction et d'une intuition qui semble destinée à cerner des tueurs, mais il est aussi jeune et souvent hautain, même sans le vouloir. L'agent Bill Tench est plus aguerri sur le terrain, plus âgé, moins idéaliste mais aussi pugnace et excellent en interrogatoire. Quant à Wendy Carr, elle est une psychologue destinée à une carrière universitaire, apparemment froide et guindée, qui décide de plaquer un chemin tout tracé pour tenter l'aventure de consultante pour le FBI. Et rien que les échanges et les équilibres entre ces 3 personnages centraux, c'est une œuvre d'art à part entière. Les moments les plus forts correspondent souvent aux fameux entretiens que ces agents très spéciaux du FBI mènent avec certains des tueurs les plus terrifiants et fascinants des prisons américaines. On a notamment Ed Kemper qui est interprété de manière prodigieuse par Cameron Britton, déjà vu notamment dans The Umbrella Academy.
Alors de tels entretiens qui se passent en face à face et dans lequel il est nécessaire pour ceux qui interrogent de créer une sorte de climat de confiance, il y a toujours un espèce de jeu de pouvoir assez insidieux qui se met en place et on peut dire que c'est vraiment sublimé aussi bien en termes d'écriture, de façon de filmer et d'interprétation, car cette série bénéficie véritablement de talents hors normes. De mon point de vue, ce sont ces moments forts que je viens rapidement de vous décrire et qui sont très bien soutenus par la fausse douceur langoureuse et obsédante d'une bande originale composée par Jason Hill qui font de Mindhunter une série exceptionnelle. Alors oui, c'est vrai, je dois quand même avouer que quelquefois j'ai du mal à comprendre ce qui me permet d'autant accrocher à une série qui a un rythme vraiment lent, hein, je vous aurais prévenu, et puis en prenant un peu de recul, je comprends que c'est la qualité d'écriture, l'ambiance hein, qui est mise en place tout simplement, qui parviennent à me happer et à me fasciner. Ceci étant dit, il me semble intéressant de noter que la saison 2 de la série propose une approche un peu plus dynamique, notamment dans toute sa seconde partie centrée sur une enquête de terrain, avec le terrible cas des meurtres d'Atlanta de 1979 à 1980, avec pas moins d'une trentaine de victimes. Et même si vous faites partie de ceux qui n'aiment pas les séries policières, je peux vous rassurer en disant que justement, on est loin du cliché de la plupart de ces séries, qui prennent sans doute trop de liberté avec la procédure et certaines contraintes, qu'elles soient administratives ou encore politiques, voire médiatiques. Dans cette enquête de terrain, les capacités d'analyse de Holden Ford seront confrontées au concret, aussi bien les aberrations d'un système à l'équilibre précaire dans une grande ville du Sud venant d'élire un premier maire noir, que la douleur et l'attente des familles des victimes. On note un exceptionnel souci du détail et du respect de la véracité des faits dans le traitement de cette affaire, comme dans la façon de rendre à l'écran les véritables entretiens menés avec de nouveaux tueurs en série, sans oublier le célèbre Charles Manson qui fascine tant Holden, même s'il n'est pas un tueur en série à proprement parler. Avant d'aller plus loin et de me perdre avec vous dans les méandres de la psychologie criminelle, j'ai envie de vous parler d'une autre série qui arrive sur Netflix le 30 août. Il s'agit de Dark Crystal, Age of Resistance. L'histoire de cette série s'inscrit dans le passé de Dark Crystal. Il s'agit donc d'une préquelle au film Dark Crystal, le légendaire film de Dark Crystal, sorti en 1982. Et si je vous parle maintenant de Dark Crystal, c'est parce que ce jeudi 22 août, j'aurai la chance à Londres de découvrir les 2 premiers épisodes de la série en avant-première, mais aussi une exposition et de mener un entretien avec le réalisateur Louis Leterrier. Donc pour avoir quelques éléments de toutes mes aventures à Londres, je vous invite à me suivre sur Twitter ou encore sur Instagram que j'ai recommencé à alimenter légèrement, mais donc je vous mettrai notamment des photos de l'exposition. Et puis bien sûr, je vous concocterai une vidéo spécialement dédiée à cet événement, à ma découverte des 2 premiers épisodes et à ce que j'attends de cette série qui me tient à cœur, et de cette vidéo est prévue pour le 30 août. Allez, j'en reviens maintenant à Mindhunter et j'espère avoir convaincu celles et ceux parmi vous qui n'ont pas encore pu découvrir cette pépite ou qui vont un petit peu à reculons. Franchement, je vous la recommande. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais personnellement, je la trouve vraiment très réussie. Et puis, je vais continuer donc avec ceux qui veulent aller plus loin et qui ont déjà vu les 2 premières saisons. Vous l'aurez compris, on passe donc au spoiler avec cette saison 2 qui nous questionne sur les masques et les œillères que nous portons chacun, parfois sans le savoir. Elle traite aussi de l'impossible compartimentation entre travail et vie privée, et plus généralement de contrôle, ou plutôt de l'illusion de contrôle que chacun cherche à conserver sur le cours de son existence. Des masques en effet, puisque la saison commence comme elle se termine, avec le masque des fantasmes complètement déviants de Dennis Rader, alias BTK, comme Bind, Torture, Kill. Tout comme en première saison, on retrouve donc ces petites vignettes fascinantes et inquiétantes qui suivent le quotidien ou certains épisodes du quotidien de ce tueur. Et puis on peut dire aussi, encore une fois, que ces scènes sont vraiment portées par une bande originale assez marquante. Alors c'est vrai, je dois bien avouer que j'étais un petit peu déçu de ne pas trouver davantage de liens, sans mauvais jeu de mots, entre BTK et nos chers enquêteurs dans cette saison 2, puisqu'il avait déjà été teasé tout au cours de la première saison. Alors on a quand même, pour se consoler un petit peu, cette formidable scène de l'entretien qui est menée par Bill Tench avec le seul survivant d'une rencontre avec BTK, Kevin Bright, donc dans cette voiture, une scène fabuleuse. En effet, cette scène par elle-même est déjà une véritable leçon de cinéma que nous donne David Fincher dans l'épisode 2. Le choix de se limiter au point de vue de Bill et de ne révéler Kevin que par petites touches est tout simplement excellent. Au passage, je tiens quand même à souligner que les 2 autres réalisateurs de cette saison 2, à savoir Andrew Dominik et Carl Franklin, sont loin d'être des mauvais réalisateurs, au contraire, ils gardent le niveau et permettent de donner une véritable cohérence esthétique à cette saison. Autre petite déception par ailleurs avec le rôle trop effacé à mon goût donné à Wendy Carr dans cette saison 2, qui était surtout à l'écran pour son histoire d'amour qui ne m'a pas du tout passionné.
Alors oui, je sais bien que c'était une façon d'explorer une évolution intime, intérieure du personnage, mais bon, j'ai quand même eu l'impression que l'histoire avait tendance à revenir à la fin au point de départ, et une boucle de ce type, ce n'est jamais passionnant. Et puis déjà, il faut dire qu'en première saison, la vie personnelle amoureuse de Holden Ford n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, en tout cas à mon goût, et pourtant c'était quand même encore plus intéressant que cette histoire d'amour entre Wendy et Kay. C'est dire que je n'ai pas trop apprécié ces passages. En revanche, ce qui ne fait pas de doute, c'est que j'aurais vraiment préféré voir Wendy à l'œuvre dans de plus nombreux entretiens, puisque celui mené avec Paul Bateson se termine sur une assez fantastique note d'ambiguïté, et franchement, on avait envie d'en voir plus. C'est dommage qu'on se soit limité à 2 entretiens menés avec Greg. On remarque que Bill a tendance à devenir le personnage central de cette saison 2, alors qu'Holden était clairement celui de la première. Peut-être qu'on nous réserve un rôle plus important pour Wendy en saison 3. Dans cette saison, l'autre point d'observation d'un quotidien aussi intime que particulier concernait évidemment le couple Bill et Nancy à propos du petit Brian, et on peut dire que c'était quand même plus intéressant, notamment grâce au lien avec le travail de Bill et avec cette apothéose dans l'affrontement verbal avec Charles Manson. Comment des individus intégrés en apparence à la société peuvent-ils basculer dans l'horreur? Cette question est centrale et les doutes qui assaillent Bill le poussent à rejeter en bloc et avec véhémence le discours enflammé de Manson. La situation du petit Brian vient se promener et se perdre au cœur du labyrinthe de nos questions quant aux origines du mal. On a aussi une Nancy qui est bien campée, même si le personnage devient assez rapidement pénible. Alors oui, évidemment, je ne vais pas vous mentir, moi aussi j'ai pensé à Where is Brian concernant toute cette scène où Brian est disparu de la maison, où il est parti fixer une petite fille qui fait de la balançoire, c'est flippant. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cette saison 2, c'est la scène de la glace quand Bill emmène son fils adoptif, qui lui offre une belle glace avec plusieurs parfums, et qui lui raconte une histoire, et quasiment le seul dialogue de Brian de cette saison, ça va être pour demander à son père adoptif si le poisson qu'il avait pêché tout petit était mort. C'était vraiment glaçant, de quoi laisser la glace et la pistache, alors pourtant j'adore ça. Et encore une fois, pour revenir à l'enquête principale, celle sur les meurtres d'Atlanta, je l'ai trouvée très intéressante, même si du coup on pouvait avoir l'impression que les entretiens menés par ailleurs avec d'autres tueurs en série n'ayant aucun rapport avec cette enquête pouvaient avoir des petites impressions de simples caméos, mais bon, au moins il restait assez marquant, quelquefois même amusant. Et parmi tous ces caméos, j'ai particulièrement apprécié ce petit moment de doute et de flottement que parvient à instiller Ed Kemper lorsqu'il fait remarquer à Holden que finalement toutes ces déductions sur ces profils psychologiques des tueurs en série ne se basent que sur ceux qui ont été pris par la police ou qui se sont volontairement rendus. Et oui, ça laisse songeur. Une autre petite doléance qu'on peut avoir à l'encontre de cette saison 2, c'est que la fameuse crise de panique de Holden, qui avait clos la première saison et sur laquelle on reprend avec le début de la deuxième, n'a finalement que très peu d'importance. Elle ne revient qu'au moment où son ancien patron lui jette à la figure que c'est à cause de lui qu'il a dû partir prématurément à la retraite, mais peut-être que ces fameuses crises vont revenir avec plus de force en saison 3, on verra bien. Concernant l'affaire d'Atlanta, j'ai trouvé que cette saison rendait très bien la très forte présomption qui pèse bien sûr sur Wayne Williams, celui qui a été arrêté pour un tas de meurtres, mais aussi sur le fait que parmi la trentaine de meurtres de disparition, eh bien certaines pourraient être liées à d'autres prédateurs, éventuellement liées et ayant des affiliations en tout cas au Ku Klux Klan, et ce qui aurait pu mener à certaines dissimulations de preuves, sachant que le clan était malheureusement un peu implanté dans les forces de l'ordre d'Atlanta à l'époque. Tout le décalage entre théorie et réalité, aussi bien le décalage de Holden lui-même avec les rues d'Atlanta et ses réalités sociales et ses tensions raciales, était magnifiquement mis en scène avec le véritable chemin de croix du personnage qui se veut sauveur tout en étant condamné à rester extérieur à la véritable douleur des familles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous sur Twitter et sur Instagram pour suivre mes pérégrinations, notamment à Londres, et puis dès le 30 août pour ma vidéo consacrée à Dark Crystal Age of Resistance. Je vous dis à très vite du coup pour de nouvelles aventures. Salut!